Bienvenue dans Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés cette semaine, Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1, Hassan Diop de Radio France Internationale et Vincent Hugeux de l'Express. Au sommaire, au lendemain du premier tour de la présidentielle française, quelles leçons pour la classe politique africaine qui très souvent s'inspire du modèle français et quelles conséquences pour la relation entre la France et l'Afrique compte tenu du peu de connaissances qu'ont les deux candidats du continent. Puis une page culturelle avec le lancement cette semaine des festivités relatives à Conakry, capitale mondiale du livre. Une belle vitrine pour la capitale guinéenne, mais quelles seront les retombées pour les populations ? En raison des relations qu'entretiennent l'Afrique et la France, la classe politique africaine suit avec grand intérêt l'élection présidentielle française, dont le résultat ne sera pas sans conséquences. D'ores et déjà, l'affiche du second tour permet de tirer quelques leçons. La première est l'éviction des candidats issus des formations politiques traditionnelles. Quelle lecture peut-on faire, Hassan, par les partis politiques au pouvoir sur le continent? Alors, première lecture, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, les partis traditionnels ont été laminés. On a vu les Républicains qui étaient représentés par François Fillon, donc arrivé en troisième position. Ne parlons pas de Benoît Hamon qui défendait les couleurs du Parti socialiste, la belle alliance, une sorte de coalition même avec les Verts qui s'est retrouvé relégué à la 5e place avec moins de 7% des voix. Voilà. Et puis on voit donc, d'un côté évidemment, il y a Madame Le Pen qui représente l'extrême droite et qui a, à mon avis, plus de relief politique, en tout cas au niveau de l'expérience que Emmanuel Macron. Voilà. Et donc la première leçon, c'est qu'effectivement les partis traditionnels ont explosé. Et on voit également en quatrième position, Mélenchon, voilà, qui est issu, qui incarnait l'extrême gauche et qui d'ailleurs, pour l'instant, garde le silence total quant à son positionnement, alors que la plupart des acteurs politiques, des dirigeants, appellent à se rallier à Macron pour le deuxième tour. Quant à lui, il garde le silence. Voilà. Et d'après les sondages qui, pour une fois, ne s'étaient pas trompés concernant le premier tour, en tout cas en France, ils avaient donc dit que ça se jouerait entre Macron et Madame Le Pen. Alors, d'après les sondages, c'est Macron qui est donné gagnant et compte tenu effectivement des soutiens, ça pourrait être le cas. Et effectivement, on verrait donc arriver en France un président qui n'a pas un relief politique digne de son nom, en tout cas qui n'a pas cette expérience habituelle, formatée. Et les seuls exemples qui me viennent à l'esprit concernant l'Afrique, par exemple, c'est Kabila. Kabila qui a remplacé ex nihilo son père qui venait d'être assassiné, qui n'avait aucun passé politique. Il y a eu le Mali aussi avec ATT. Il y a eu le Mali avec ATT. Et plus récemment le Bénin avec Patrice Talon. Voilà, pour ne pas le nommer, un exemple que l'on connaît bien. Voilà. Et puis on voit aussi, même au Sénégal, un ancien Premier ministre de Macky Sall se préparer, je dirais, à l'alternance, dit-il, pour succéder à Macky Sall en 2019, alors qu'il n'a aucun passé politique. Pour ne pas le citer, c'est Abdoul Mbaye. Son passé, c'était un banquier, lui aussi. Il a été Premier ministre, par la grâce d'ailleurs de Macky Sall, mais aujourd'hui, il se veut incarner le leadership de l'opposition. Voilà. Alors, est-ce que faut en tirer une leçon définitive? C'est à voir, parce que Emmanuel Macron, s'il était élu, il va falloir tout de même qu'il puisse composer avec une majorité ou avec des députés, et là, ce sera une toute autre affaire. Donc, il ne sera peut-être pas le seul maître à bord. Vincent Hugeux, le cas peut-il se présenter sur le continent compte tenu du poids des partis politiques qui sont très souvent dirigés à la fois par le président qui est chef du parti, mais également président de la République? Vous savez, vous avez ce culte aussi bien sur le continent africain que de ce côté-ci de la Méditerranée de la société civile.
C'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, viendrait d'une ONG, viendrait du tissu associatif et serait d'une certaine manière, par nature, affranchi de tous les miasmes et de toutes les turpitudes de la carrière politique. Mais en réalité, c'est un peu une illusion d'optique, parce qu'on s'aperçoit que même si on se part des atours de la société civile, on est de toute façon à un moment donné nécessairement porté par un appareil. Alors, c'est pour ça que l'idée de l'outsider absolu qui vaincrait par les urnes les dinosaures politiques établis, moi, me paraît encore un peu fantasmatique aujourd'hui. Moi, il y a un phénomène qui me frappe encore plus. C'est que les efforts conduits par le Front National version Marine de dédiabolisation, pour reprendre une rhétorique connue, semblent porter leurs fruits, paradoxalement, en Afrique. Et c'est d'autant plus singulier que, au fond, et on l'a vu récemment, autour du Veldiv, les adhérences idéologiques sont persistantes. Et que quand on regarde la matrice Front National extrême droite française, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a toujours eu dans la classe politique africaine une forme de trouble fascination pour à la fois un souverainisme frénétique, le culte de l'homme fort ou de la dame de fer. Et alors que le père Jean-Marie, il faut s'en souvenir aussi, avait autour de lui toute une nébuleuse de personnages venus de l'OAS, donc du militantisme Algérie française radicale, qui ont trouvé leur place dans telle présidence africaine comme conseiller. Certains ont été ministres. Bon. Et donc, je trouve quand même incroyablement masochiste qu'aujourd'hui, et y compris dans la presse africaine, on voit une sorte de relativisme, on se dit, oui, xénophobe, et alors ? Oui. Enfin, c'est quand même pas général, hein. Faisons pas de généralité. Non, mais par exemple, est quand même arrivé en tête chez les Français de l'étranger, hein, partout. Oui, les Français de l'étranger. Oui, oui. Mais quand même, globalement, en Afrique, on vote contre Madame Le Pen, globalement, surtout les jeunes générations. Si on prend un exemple comme le Mali, par exemple, il est hors de question de soutenir Madame Le Pen, ne serait-ce qu'en raison de ses positions sur l'immigration. Alors, en revanche, des personnages comme Monsieur Déby, effectivement, voilà. Ils sont beaucoup plus ambigus. Le fameux tabou brisé du 21 mars. Exactement. Ça n'est pas anodin. Voilà. Oui, non, Stéphanie Hartmann. Je pense que vous avez tout dit. Effectivement, hein, on comprend bien ce qui peut séduire chez Marine Le Pen sur le continent africain. Le discours souverainiste, ce sont des jeunes États. Donc, ça plaît. La comparaison entre l'euro et le franc CFA, et c'est des thèmes sur lesquels Marine Le Pen, elle sait surfer. Alors, c'est facile pour elle. Pour l'instant, elle n'a que le ministère de la Parole. On ne l'a pas vu aux actes. Et ce que je voudrais faire, comme vient de dire Vincent Hugeux, rappeler aux nouveaux panafricanistes qui appellent à voter Marine Le Pen qu'effectivement, le Front National était contre la décolonisation et quelqu'un comme Bernard Courcel a été dirigeant du service d'ordre du Front National et il a été aussi à la tête de la garde présidentielle au Congo en 99 au lendemain du coup d'État. Donc effectivement, c'est surprenant que ce discours de Marine Le Pen prenne chez certains Africains. Je pense que c'est une méconnaissance. Après, quant à l'élection présidentielle, j'ai l'impression qu'elle a été un peu qu'elle est de moins en moins, l'élection présidentielle française est de moins en moins suivie depuis le continent africain. Ça montre aussi un certain détachement que je voudrais souligner, que c'est déjà un peu pas plus mal. Et l'élection présidentielle française est surtout suivie dans les pays d'Afrique francophone et dans le reste du continent. Voilà, en Afrique du Sud, on s'intéresse beaucoup moins à ça. Quant au phénomène Macron, effectivement, il est vu comme un homme neuf. C'est aussi, d'une part, l'échec des partis traditionnels, c'est aussi la crise de la démocratie qu'on observe un peu partout dans le monde. Je pense qu'un mec comme Donald Trump aux États-Unis aussi en est l'illustration, et donc ça peut parler sur le continent africain. Après, c'est vrai que Macron, ce que les Africains aiment bien, ce que les gens aiment bien aussi chez Mélenchon, chez Marine Le Pen, c'est qu'ils font du politique. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que ce que dénonce un Sénégalais comme Felwine Sarr, finalement, c'est de l'économisme. Si on est là, on vient avec du pragmatisme, des solutions, tous entrepreneurs. Donc, enfin, il incarne quand même plus, à mon avis, il incarne plus le discours démocratique, Emmanuel Macron. Ou tout à fait. Voilà, le discours démocratique, c'est-à-dire cette espèce de démocratie qui rime. Pas sur le même plan. Hein, voilà, ce discours démocratique qui rime avec ouverture et non repli et non fermeture et non exclusion. Je suis désolé, il n'y a pas que le libéralisme dans le discours de Macron. Il y a véritablement une certaine forme d'humanisme, de mondialisation heureuse. Voilà, de mondialisation heureuse. Et d'ailleurs, au passage, il s'agit là de quelqu'un qui n'a pas une véritable expérience africaine. Bon, il a passé quelques mois en tant que stagiaire de l'ENA au Nigeria, pour le coup. Il a été quand même reçu début avril par Alpha Condé. Il a été reçu, et c'est vrai que ses fonctions à Bercy lui ont permis d'avoir des entretiens avec Macky Sall, par exemple. Il a eu des contacts avec Zuma, le Sud-Africain, avec Buhari, le Nigérian, certes. Le dénominateur commun des deux, quand même, c'est qu'aucun n'a une connaissance de l'Afrique.
quand j'essaye de discerner quelle est sa perception des réalités du continent, je veux dire que je suis un peu perplexe parce qu'il projette dans ses interviews sur ce sujet une vision extrêmement policée avec un culte des infrastructures et des superstructures. C'est-à-dire il parlait coopération Union européenne, Union africaine, dont au passage il salue l'efficacité dans la lutte contre le péril guerrier. Je n'ai pas été frappé par l'extrême performance politique en la matière. Donc, si vous voulez, il y a chez lui l'affichage effectivement d'une volonté, mais hélas, c'est un lexique qui a été d'une certaine manière épuisé par Hollande, Sarkozy et compagnie. Partenariat stratégique, vous savez, tous ces mantras qui sont devenus quasiment non signifiants. Partenariat équilibré, nouvelle vision. Qu'est-ce qu'on met derrière? Leçon de réalisme, et je termine là-dessus. Vous avez d'un côté une Marine Le Pen qui dit on va porter immédiatement à 0,7% du PIB l'aide au développement. Financement, on n'en sait rien, comme d'habitude. Alors que la seule réalité concrète, c'est qu'à chaque fois que dans les conseils régionaux où siégeait le Front National, il y avait des projets de coopération avec l'Afrique, il les cisaillait à la base. Bon. Lui dit 0,7% oui, mais à l'échéance 2030 et en fonction de nos marges budgétaires. Ce qui est plus réaliste, mais évidemment moins exaltant. Hassan Diop, un autre point quand même que je voudrais souligner avant qu'on passe à l'autre sujet sur Conakry, c'est l'éclatement du Parti socialiste qui aura forcément une incidence sur l'Internationale socialiste dont sont membres plusieurs chefs d'État. Alpha Condé, le Malien, mais également le Nigérien. Voilà, attendons tout de même, avant de parler de cette, comment on appelle ça, de ce démantèlement ou de cette chute prodigieuse du Parti socialiste, attendons les législatives. On va voir combien de députés, est-ce que le Parti socialiste pourra continuer à peser dans la configuration politique générale de la France. Ça, on ne le saura qu'à l'issue des législatives et du nombre de députés qui seront élus sous la bannière socialiste. Juste en deux mots, en ce qui concerne ce que pourrait être la politique africaine de Macron s'il était élu, je pense que ça va reposer sur 3 piliers comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il y aura le pilier du militaire, de la sécurité, il y aura le pilier de l'économie, incontestablement, parce que la France va chercher également sa croissance en Afrique, et c'est normal, tout comme la Chine va chercher également ses moyens de ressources et de richesse en Afrique. Et puis il y aura le pilier politico-diplomatique, et je pense que le politico-diplomatique va être grandement influencé par les 2 premiers piliers, c'est-à-dire le militaire et l'économie. Mais l'arrivée, Stéphanie Hartmann, l'arrivée de l'un ou l'autre, est-ce une chance pour construire une nouvelle relation entre l'Afrique et la France ? Oh non, ni l'un ni l'autre. Je pense qu'avec Emmanuel Macron, on sera forcément, sûrement, dans la continuité de ce qu'a fait François Hollande. D'ailleurs, on le voit bien avec la présence de Jean-Yves Le Drian aux côtés d'Emmanuel Macron. Idriss Déby n'aura pas à se faire de soucis. Quant à Marine Le Pen, j'ose pas imaginer. Je crains le pire. Je pense qu'effectivement, on la voit, son premier voyage, c'est au Tchad, rendre visite à Idriss Déby, elle a salué le travail. Donc ça donne un aperçu de ce que pourraient être les relations franco-africaines avec Marine Le Pen. Vincent Hegeot, un dernier mot sur ce sujet. Si vous voulez, je crois que la perception d'Emmanuel Macron, qui est assez idéaliste et d'une certaine manière un peu angélique, c'est-à-dire qu'il a des propos tout à fait pertinents sur le travail qu'il faut accomplir pour l'égalité hommes-femmes en Afrique, très bien, le culte du secteur privé, les acteurs économiques, fluidifier par exemple les allées et venues des universitaires, des chefs d'entreprise, tout ça est marqué au coin du bon sens. Mais ça nous raconte une Afrique qui n'est pas nécessairement conforme à celle que nous connaissons. Donc ça, c'est vrai. Ouais. Et puis alors, s'agissant encore une fois de Marine Le Pen, elle affiche l'Afrique comme sa première priorité internationale, et évidemment, ceci ne vaut que à l'échelle de la promesse, puisque en réalité, ses vraies priorités, ce serait, dans l'hypothèse funeste pour l'Hexagone de son élection, ce serait évidemment la Russie de Poutine, le maintien de certains fantasmes moyen-orientaux, etc. Donc tout ça, à mon avis, conduit à quand même beaucoup de circonspection dans la normalisation apparente, mais limitée, comme le faisait remarquer Hassan, de la présence du Front National au second tour. Mais il faut juste préciser que sur les Français d'origine étrangère, elle a tenu des propos, elle a mis de l'eau dans son vin, puisqu'elle a déclaré qu'il n'avait rien à craindre de sa présidence, peu importe leur couleur,
et même leur religion. Et ben voilà qui nous rassure. En 2002 et en 2014, l'honneur était revenu à Alexandrie, puis à Port-Harcourt, désigné capitale mondiale du livre. Depuis le 23 avril et jusqu'au 22 avril 2018, Conakry assumera les mêmes fonctions dans un pays qui compte certes des écrivains de renom, Camara Lai, l'auteur du célèbre roman L'Enfant Noir, ou Tierno Mounenambo, prix Renaudot 2008 pour Le Roi de Cahel. Le livre demeure, malgré tout, un produit inaccessible. Je vous propose d'écouter Siaka Barry, le ministre guinéen de la Culture. Vous avez vu aujourd'hui toute la jeunesse guinéenne mobilisée comme un seul homme autour de cet événement capital, de cet événement de portée mondiale. Mais Conakry, capitale mondiale du livre, c'est un juste retour aussi du bâton de l'histoire. Parce que n'est pas capitale mondiale du livre qui le veut. Cette capitale que vous visitez aujourd'hui, c'est la capitale de Camara Lai, auteur de L'Enfant Noir. C'est la capitale de Tierno Mounenambo. C'est la capitale de William Sassine. C'est la capitale d'un certain Ibrahim Babakake qui ont été des figures de proue de la littérature africaine et de la littérature mondiale tout court. Et donc c'est un honneur pour nous d'accueillir toutes ces délégations. Et au-delà de l'aspect festif de cet événement, nous voulons pérenniser aujourd'hui la promotion du livre dans notre capitale et dans notre pays. Alors cette désignation à Alassane Diop, on la doit à la volonté d'un homme, un patron d'une maison d'édition guinéenne, Sansi Kaba Diakité, qui a permis que Conakry soit désignée capitale mondiale du livre 2017. Une belle vitrine, mais que faut-il en attendre concrètement ? Alors effectivement, il y a cet éditeur qui a été l'un des artisans pour faire de Conakry la capitale mondiale du livre, mais il y a aussi, il faut le citer, je crois, lui rendre hommage, c'est l'ambassadeur de Guinée en France qui était avant ambassadeur à l'UNESCO. Et donc... Camara. Camara, absolument, qui est un homme de culture également très, très fascinant de ce point de vue-là. Alors, voilà, il ne faut pas uniquement que, parce que capitale mondiale du livre, c'est 12 mois, il faut, comme le disait le ministre, pérenniser effectivement cet hommage, cette manifestation. Et je crois que la volonté, aussi bien d'ailleurs de l'UNESCO et des autorités guinéennes, c'est de transformer, de faire de Conakry ce que Ouagadougou est au cinéma. Voilà. Et Bamako à la photographie. Et Bamako à la photographie. Alors ça veut dire par là qu'il faut effectivement associer pas mal d'acteurs, avoir des lieux, faire venir des jeunes auteurs, faire vivre aussi du théâtre, trouver des sites et puis aussi permettre une diffusion du livre qui soit accessible au plus grand nombre. Alors je crois qu'aujourd'hui les moyens technologiques le permettent et puis étendre aussi cette conception du livre aux langues nationales. Là aussi, des expériences sont menées, semble-t-il, au Sénégal et dans un certain nombre de pays où par exemple, Boubacar Boris Diop, c'est ça, fait traduire des grands auteurs. Des grands classiques en langue nationale. En langue nationale. Pas seulement d'ailleurs des auteurs africains, mais ça va de Racine à des auteurs. C'est l'un des enjeux de la lecture sur le continent africain, effectivement. Oui, mais tout cela a un coût et les mécènes ne semblent pas se bousculer pour l'instant. Alors, Stéphanie oui, Hartmann. tout cela a un coût, effectivement. Alors, moi, je vais être un peu caustique, parce que j'ai fait un peu l'expérience. À chaque fois qu'on parle de Conakry, capitale mondiale du livre, vous avez des petits rires sous le manteau. Les gens disent « Ah oui, les Guinéens n'aiment pas lire, tout ça ». Surtout, le problème, c'est qu'il y a un taux d'analphabétisme qui est important. Donc, c'est surtout ça, le problème. Et donc, ce genre d'événement peut permettre, effectivement, de au moins mettre la lumière sur éveiller les consciences là-dessus, pour remettre au cœur la lecture. Alors, il ne faut pas que ce soit seulement pendant un an, il faut que ce soit des mécènes aussi, il faut que l'État guinéen mette la main à la poche, et il faut que l'État guinéen mette la main à la poche sur le long terme, parce que la lecture, ça passe aussi par l'éducation. Donc il faut aussi renforcer les écoles, doter les écoles de bibliothèques, de livres. Il y a 2 projets de construction de bibliothèques. Et il faudrait que ce soit pas seulement à Conakry, que ce soit aussi également partout en Guinée. Un des projets, Vincent Enjeu, c'est de créer des points de lecture dans tous les quartiers de Conakry, déjà, dans un premier temps. Le défi, c'est évidemment de crever le plafond de verre de l'élitisme culturel. Bon, parce qu'on va toujours pouvoir réunir entre les expatriés et les élites locales, des gens pour une pièce de théâtre, un concert, une lecture publique, etc. Bien. Les chiffres sont implacables. Vous avez grosso modo un taux d'analphabétisme en Guinée sur les 12 millions d'habitants de 50%. D'après les enquêtes, 35 à 40% de Guinéens qui n'ont d'autre rapport au livre que les lectures obligatoires
de la scolarité. Bien. Et puis, il y avait un historien qui était cité par l'agence France-Presse dans un reportage récent qui disait, en plaisantant évidemment, vous savez où on planque l'argent chez nous? Dans les livres, parce qu'aucun voleur n'aurait l'idée d'aller le chercher là-bas. Bon. Alors, on peut très bien aussi célébrer le côté tout à fait touchant des bouquinistes, on en a en Conakry comme partout en Afrique, on appelle les libraires par terre, etc. Mais comment le livre circule? Et dans l'accessibilité que vous évoquiez tout à l'heure et le coût, parce qu'on sait très bien, enfin, tous ceux qui écrivent des livres discutent avec les éditeurs, c'est mon cas, c'est qu'on ne pourrait pas avoir une version peut-être moins luxueuse, mais plus accessible au regard du pouvoir d'achat de chacun, y compris chez les universitaires, les enseignants, les étudiants, etc. Et ça pose un vrai problème. Et là, il y a peut-être une solution. Qui est le livre électronique. Alors, attention, ça veut dire aussi qu'il y a des connexions, mais enfin, on sait très bien comment l'Afrique a embrassé le satellitaire, le numérique, le téléphone cellulaire, etc. Et on sait très bien aussi que le coût d'accès à un livre sous sa forme numérique est infiniment inférieur à ce qu'il est dans sa version éditeur classique, papier. Donc voilà, c'est tout ça. C'est-à-dire que si on a ce zoom que vous évoquiez, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien de réinscrire le livre dans le paysage. Mais si ce n'est que le temps de cérémonie de célébration et que derrière cela, il n'y a pas une sorte de banalisation de l'accès à la lecture pour chacun. Il faut une vraie politique culturelle. Oui, voilà, dans la durée. Sinon, ce sera un joli coup d'épée dans l'eau. Comment peut-elle se traduire, cette politique culturelle? Cette politique, c'est-à-dire qu'il faut effectivement valoriser les budgets de l'éducation, comme le disait... qui sont les plus faibles, généralement. Qui sont souvent les plus faibles. Il faut effectivement financer une politique du livre digne de ce nom, pas seulement des centres de lecture, mais de vraies bibliothèques de quartier, utiliser les moyens technologiques modernes aujourd'hui, par exemple, pas seulement le numérique, mais effectivement, par exemple, imprimer. On peut aller chez un libraire, commander un livre, et le livre est imprimé à la demande. C'est-à-dire, donc, il n'y aura pas le transport du livre qui est payé. C'est une opération qui est tentée d'ailleurs à Dakar. À Dakar, voilà. Donc, ce qui fait que le coût sera évidemment beaucoup plus abordable que... Pensez peut-être au bibliobus aussi. Oui. Le fait d'amener des livres, et qui peuvent être des livres de seconde main, c'est pas ça qui est important, dans des quartiers, dans des villages. Ça se fait déjà en Côte d'Ivoire. Oui, il y a des expériences. Mais voilà. Des expériences en Côte d'Ivoire. Mais que peuvent faire les écrivains guinéens quand même, Stéphanie Hartmann? Quelle peut être leur implication? Déjà, ils sont par leur représentation, parce qu'effectivement, alors c'est un paradoxe, on ne lit pas beaucoup sur le continent africain, mais le continent africain est quand même pourvoyeur d'énormément et de grands auteurs littéraires. Donc ce sont déjà des porte-voix de la littérature et de l'écriture. Après, ça peut être aussi des messages. On voit, par exemple, quelqu'un comme Bolloré ouvrir des salles de concert à Conakry. On pourrait lui suggérer d'ouvrir aussi des bibliothèques. C'est pour la diffusion du cinéma. Voilà. Mais je pense qu'il est indispensable en Afrique, mais c'est vrai de l'Amérique latine, d'une partie de l'Asie du Sud-Est aussi, que l'écrivain qui est une figure un peu mythique descende de l'Olympe. C'est-à-dire que c'est très bien de recevoir le prix Renaudot, c'est parfait de concourir mais le fait de montrer qu'on peut aller aussi vers un lectorat virtuel, car il n'est hélas que virtuel à ce stade, le fait de désacraliser la figure de l'homme de lettres, je pense, peut contribuer à jeter une passerelle justement entre un public aujourd'hui inexploré et les auteurs. Il y a quelqu'un qui fait déjà beaucoup, c'est le célèbre historien guinéen Djibril Tamsir Niagne. C'est vrai, il fait beaucoup, et c'est vrai qu'il y a eu même des initiatives en 1989 à Dakar, lorsque on avait... Il y a un des auteurs de l'Afrique, de l'histoire contemporaine de l'Afrique. De l'Afrique, oui. Et non, mais je pense que cette passerelle existe, parce que j'avais assisté à la première biennale des arts et de la culture de Dakar en 1989, qui visait deux pôles. Il y avait le pôle littéraire, de la littérature. Notamment, il y avait le grand écrivain guinéen, hélas aujourd'hui disparu, qui était là, William Sassine. Et donc, l'ambition de cette biennale de Dakar, c'était donc attaquer le front des arts plastiques et de la littérature. Et moi, j'étais témoin de voir un type comme Rachid Mimouni, de voir William Sassine, discuter avec des gens qui venaient à l'école, à l'hôtel, des étudiants. Ils étaient très nombreux et il y avait là quelque chose de très fort et de très intense. Et je pense que Conakry peut jouer ce rôle, et ça sera aussi le rôle évidemment des auteurs guinéens de faire venir d'autres auteurs du continent et en dehors du continent, bien sûr. On a vu une belle opération justement, Stéphanie Hartmann, lors du dernier salon du livre à Paris,
avec le salon pavillon des lettres d'Afrique. Tout à fait. Pour promouvoir justement la littérature africaine. Oui, c'était un très beau stand et très, très grand. Voilà, on a vu la richesse justement littéraire du continent. Et du coup, l'idée se disait sur ce stand que pourquoi ne pas avoir un salon de cette ampleur sur le continent, effectivement, pour promouvoir aussi les littératures africaines. Il y a un point quand même. N'oublions pas que le rapport à la lecture s'est beaucoup appauvri, y compris dans les sociétés nantis occidentales. Aujourd'hui, quand vous enseignez, y compris à l'université ou dans un institut supérieur, faire lire un livre complètement par semestre relève parfois de l'exploit. Donc vous avez cette sorte d'éloignement de la lecture, alors par une pratique frénétique des réseaux sociaux, etc., chez les nantis, et de l'autre côté, vous avez un accès à la lecture qui est entravé par la pauvreté. Ouais. Mais hélas, d'une certaine manière, le résultat est le même. Ouais. Ce sera le mot de la fin. Au lendemain du verdict du tribunal militaire de Yaoundé, qui a condamné à une peine de 10 ans notre confrère Ahmed Abba, le correspondant de RFI en langue haoussa, nous lui dédions cette émission. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Stéphanie Hartmann d'Africa numéro 1 et à Vincent Eugeux de l'Express. Vous pouvez voir et revoir cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde.